Bienvenue à tout le monde dans ce séminaire de penser le droit social. Donc, je vous souhaite la bienvenue en mon nom et au nom de Pierre-Yves Verquin et de l'Université Paris 1 qui organise cette séance. Alors, pour vous parler rapidement du séminaire que Pierre-Yves et moi avons mis en place l'année dernière, Penser le droit social, l'idée c'est que nous sommes tous submergés par le caractère extrêmement technique et changeant du droit du travail et qu'on n'a plus le temps du recul et de la réflexion sur le droit social. Et l'idée de ce séminaire, c'est de partir de grands textes plutôt anciens et de relire ces grands textes qui ont une importance certaines sur le droit du travail, sur son évolution, sur sa construction, et de relire ces anciens textes à la lumière du droit d'aujourd'hui. Et du coup, on a commencé ce séminaire il y a à peu près un an. Au début, nous étions à peu près 7-8 dans une salle à la Sorbonne, et progressivement, de plus en plus de personnes se sont greffées. On est monté à peu près à 30, 40, 50, et voilà, donc on est absolument ravis de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour réfléchir au droit social en général, à la fois le droit du travail et la protection sociale. Vous avez peut-être vu le programme des séances à venir. Donc on aura une séance autour de Yves Saint-Jour avec Morane Kambago et Laurent Millet. Alors Laurent Millet n'est pas encore sur le programme, on va le rajouter dans les jours qui viennent. On aura une séance autour de la jurisprudence sociale avec le président Catala, président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, et avec Emmanuel Geland, qui est professeur à Paris 1. On aura une séance autour de la pensée de François Gaudu, avec Jean-Emmanuel Ray, avec Florence Canu et Fabrice Rota. Voilà, donc on a essayé, notamment en discutant avec les doctorants, parce que c'est aussi un séminaire qui leur est destiné, de vous proposer des séances mensuelles ou peut-être tous les 2 mois. Enfin, ça dépend de ce qu'on a comme proposition, et de vous proposer voilà, des séances à peu près de 2 heures pour réfléchir tous ensemble au droit social. Donc aujourd'hui, nous avons une séance sur la santé au travail. Et donc, on est absolument ravis d'accueillir donc Sophie Santoni, que vous connaissez tous de nom, qui est professeure de médecine du travail à l'Université de Lille et qui est docteur en droit, et bien sûr Pierre-Yves Verquin, qui est professeur émérite de l'Université Paris 1 à Panthéon-Sorbonne. Alors avant de passer la parole à Pierre-Yves, pour vous présenter la séance. Donc, vous avez la possibilité, on vous y invite vraiment à poser des questions sur le chat. Donc, on n'a pas ouvert les micros parce que ça peut être un peu plus compliqué en termes d'organisation. En revanche, avec grand plaisir, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions. En tout cas, on essaiera de répondre au maximum de questions. Voilà, en tout cas, à nouveau, ravi de vous accueillir tous, même si on aurait préféré que ce soit en présentiel. Et voilà, je vous souhaite une belle séance et je passe la parole à Pierre-Yves. Merci à toi, Pascal, et merci à vous de nous rejoindre pour ce premier séminaire Penser le droit social de l'année 2020-2021. Et permettez-moi aussi quand même d'adresser un merci tout spécial à Emma Breton, qui nous fait profiter de son dynamisme et de son efficacité pour la préparation et l'organisation de nos séances. Ce n'est pas une mince affaire et on est vraiment ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, merci à toi, Emma. Quand nous avons décidé ce premier thème, nous pensions qu'il était d'actualité dans le contexte sanitaire d'aujourd'hui, mais nous n'imaginions sûrement pas que notre rencontre aurait lieu le même jour, quasiment à la même heure, que la 13e séance de négociation de l'ANI sur la santé au travail. Dans son dernier état, tel qu'on le connaît depuis hier,
quelques points saillants. Alors, il y a beaucoup de choses, on pourrait en parler longuement, mais ce n'est pas le moment. De toute façon, l'accord n'est pas encore signé, en tout cas à l'heure qu'il est. Dans son dernier état, quelques points saillants méritent d'être relevés. D'abord, il semble assez clair qu'il n'y aura pas de déqualification de l'obligation de sécurité en obligation de moyens. Il n'y aura pas non plus disparition de la commission de contrôle des services de santé au travail. Et parmi les points qui sont aujourd'hui, semble-t-il, en suspens, il y a celui, et ça va nous amener directement sur le texte de Jean Sabatier, il y a celui de l'intensité de l'implication de la médecine de ville dans la santé au travail. Et donc, ce que je dis à l'instant nous ramène à ce texte de Jean Sabatier qui sert, Pascal l'a rappelé, de fil rouge en fait à notre séminaire. Le principe est bien de rester sur le texte. Nous sommes dans un séminaire de recherche et nous avons la faiblesse de penser que des auteurs avant nous ont pensé le droit social, ils nous ont obligés à y penser et au fond les retrouver aujourd'hui nous paraît particulièrement intéressant. Alors, quelques mots du contexte de ce texte de Jean Sabatier. Cet article est issu du 4e colloque, d'une communication tenue au 4e colloque de la revue Droit social, colloque portant sur, je cite, la médecine du travail et le droit. Et le texte a fait l'objet d'une publication, lui, à Droit social d'avril 1980. Vous avez ce texte sur le site de l'IRJS. Pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de le parcourir, de le lire, eh bien, il va rester à disposition. Et nous vous incitons vraiment à y revenir. Vous allez voir, on espère vous montrer tout l'intérêt qu'il y a à lire ou à relire Jean Sabatier sur la question de la médecine du travail. Alors, le colloque de droit social, vous le connaissez, hein, il réunit des praticiens du droit social et de la santé, il réunit des magistrats, dont ce colloque-là, Jean Larocque, que nous allons retrouver, comme Pascal l'a dit il y a quelques minutes, sur la jurisprudence de la Chambre sociale. Jean Larocque est à l'époque président de la Chambre sociale, des syndicalistes, des universitaires, parmi lesquels Jean Pélissier, Jean Rivero, Jean-Claude Javillier, Antoine Jameau et Jean Sabatier, qui, dans la première partie du colloque, intitulée « Une institution ambiguë », donne une communication sous le titre, je la cite, « Le médecin du travail dans le système de protection de la santé ». Alors, fidèle à notre pratique des 2 années écoulées, c'est de ce texte que nous partirons pour réexaminer les questions que pose aujourd'hui la médecine du travail ou qui se posent aujourd'hui à la médecine du travail. Signe des temps, le titre de ce séminaire de l'IRJS n'est pas la médecine du travail, mais la santé au travail. Le changement d'intitulé traduit déjà quelque chose de l'évolution de la question. Or, et c'est tout l'intérêt du propos de Sabatier, cette évolution nous semble déjà en germe dans les lignes de ce texte qui tente de penser ensemble la médecine du travail et la santé publique. À 40 ans de distance, la situation sanitaire que nous vivons réactive avec une certaine violence les questions dont Sabatier commence à tirer les fils. Lorsqu'il parle, la loi de 1946, qui constitue la loi du 11 octobre 1946, qui constitue en quelque sorte l'acte de naissance de la médecine du travail, si l'on peut considérer les expériences antérieures comme appartenant plutôt à la gestation de l'institution, cette loi de 1946 est déjà loin, mais en réalité, en 1980, les choses ont fort peu évolué, tant sur le plan des pratiques de la médecine du travail que sur le plan du droit. Néanmoins, 2 textes plus proches du colloque, dans le temps du colloque, ont commencé à faire bouger les lignes et vont amorcer un processus d'auto-entretien de l'action du juge, de l'action du législateur et de l'action syndicale en la matière. Le premier de ces textes, c'est la loi du 6 décembre 1976. Alors certes, cette loi est en partie destinée à casser une jurisprudence que politiquement certains trouvent trop encline à condamner les chefs d'entreprise, mais aussi et surtout, la loi de 1976 modifie le regard, commence à modifier le regard qu'on porte sur la prévention en avançant l'idée
d'une prévention intégrée, c'est-à-dire d'une prévention qui n'est plus seulement destinée à lutter contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais qui est pensée comme devant être intégrée, notamment dans les équipements de travail, notamment dans les organisations du travail. Surtout, cette loi de 1976 ajoute au Code du travail un article L241-10-1, alors celui-là, il nous occupe très directement, qui habilite le médecin du travail à faire des propositions, d'une part de modification de poste, d'aménagement de poste, d'organisation du travail à destination des salariés qui sont particulièrement fragilisés au regard de leur santé dans l'emploi. Le second texte proche du colloque, c'est le décret qui est plusieurs fois cité par Sabatier du 20 mars 1979, qui, lui, est relatif à l'organisation des services de santé au travail. Alors, ces deux textes, au moment du colloque, c'est-à-dire en 1980, peuvent apparaître encore comme très spécialisés, trop spécialisés, et pour certains, relativement anodins. En réalité, ce qui va se passer, et ça c'est très intéressant du point de vue de la théorie juridique et de la pratique juridique, ce qui va se passer, c'est que ces textes-là vont être mobilisés, utilisés dans le cadre de contentieux, provoquant la création d'une jurisprudence à partir de la loi de 1976, laquelle va engendrer des réactions du législateur qui vont se traduire évidemment en textes normatifs, qu'il s'agisse de lois ou qu'il s'agisse de règlements, qui eux-mêmes vont donner naissance, vont être appropriés, on va dire, par les plaideurs, qui eux-mêmes vont donner naissance à une jurisprudence judiciaire, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, en quelque sorte, où s'est constitué ce qu'il est convenu d'appeler, peut-être un peu communément, un droit de la santé au travail. Tout cela va effectivement s'inscrire dans un contexte où la question de la santé au travail va imprégner pratiquement toutes les questions du droit du travail, y compris des questions relatives à la rémunération ou au choix du mode de rémunération. Alors, pour suivre le canevas de ce texte, nous vous proposons de fonctionner en 4 temps, pardon. Dans un premier temps, Sophie, qui complétera légèrement la présentation de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait, va nous donner quelques éléments de démographie. Alors, pourquoi de démographie médicale? Pourquoi des éléments de démographie? Tout simplement parce que c'est par là que commence Sabatier. C'est-à-dire que la première partie de son texte, c'est de dire, ben voilà, de quoi parlons-nous? Combien y a-t-il de médecins du travail? Où sont-ils? Qu'est-ce que ça signifie ce nombre de médecins du travail au regard du nombre de salariés concernés, etc. Dans un deuxième temps, toujours suivant la logique, pas le texte, mais la logique de Sabatier, j'aborderai la question de la prévention et du lien avec les politiques de santé publique. Alors là, qui nous a véritablement sauté à la figure, je pense que le mot est faible, il suffit de lire l'ordonnance du 2 décembre dernier sur les services de santé au travail, qui nous a sauté à la figure à travers l'épisode non terminé, mais en tout cas à travers la gestion dans laquelle nous avons été placés de la pandémie. Dans un troisième temps, Sophie reprendra la main autour de la question de la pluridisciplinarité. Alors, le mot pluridisciplinarité, elle vous le dira, n'apparaît pas dans le texte de Sabatier, évidemment, nous sommes en 80 quand même, en 1980, mais Sabatier l'a vu. Il l'a vu et il l'appelle technique extra-médicale. On en reparlera tout à l'heure. C'est d'autant plus intéressant que l'on sait, on ne va pas faire de Jean Sabatier une sorte de devin du droit du travail ou du droit de la santé au travail contemporain, ce serait complètement excessif et totalement anachronique. N'empêche que c'est quand même très intéressant de voir un auteur à l'époque se dire que d'autres sciences que le droit, d'autres sciences que la médecine peuvent être mobilisées dans la protection de la santé du travailleur. Et enfin, pour terminer, le quatrième temps sera consacré au pouvoir du médecin du travail. Et là, vous verrez aussi cet extraordinaire sens de cette sorte de prémonition que peut avoir Sabatier de ce qui se passe aujourd'hui dans le champ de la santé au travail. Alors, qui est bousculé de partout, j'ai pris quelques exemples à l'instant, mais précisément parce qu'il est bousculé de partout, il faut prendre le temps. En tout cas, c'était le projet qu'on avait, Pascal
Pascal et moi, en montant ce séminaire, prendre le temps de relire ce que nous considérons, ce CEX, que nous considérons comme les grands auteurs de notre discipline. Voilà. Je vais tout de suite passer la parole à Sophie pour la première séquence autour de la démographie. Merci, merci Pascal, merci Pierre-Yves de m'avoir invité à ce séminaire. Alors, j'avoue que c'est toujours un grand enthousiasme pour moi de travailler avec Pierre-Yves Verquin. Et sur ce texte en particulier, on aura l'occasion d'en discuter, c'était tout simplement époustouflant, j'allais dire, de lire ce texte que je ne connaissais pas, je dois le dire. J'ai commencé mon droit bien après ce texte et que j'ai découvert donc, et dont je trouve qu'il a un caractère visionnaire qui est assez étonnant. Alors, juste avant de commencer, je dois vous préciser un petit détail, c'est que je suis professeure de médecine du travail, mais j'ai été mise à disposition dans quelques mois auprès du ministère du Travail en tant que conseillère ministérielle et aux questions médicales, justement en lien avec la réforme de la santé au travail. Que mes propos ce soir, évidemment, n'ont rien à voir avec cette fonction de conseillère ministérielle, mais sont bien ceux du chercheur en médecine du travail. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Et pourquoi commencer par la démographie? Eh bien, d'abord, tout simplement parce que le texte commence par poser la question de la démographie et que ce débat, d'il y a 40 ans, il traverse encore très fortement notre actualité. Les 5 derniers rapports sur la santé au travail, dont un qui était intitulé « Attractivité de la santé au travail », souligne le fait que le nombre de médecins du travail ne fait que décliner. À l'époque déjà, donc en 1980, l'auteur nous dit qu'on a un nombre de médecins du travail qui croît doucement, mais qui croît bien moins vite que la population salariée de l'époque. Mais il arrive à faire un ratio et il nous dit qu'on avait à l'époque, donc il y a 40 ans, un médecin du travail pour 1750 salariés. Je voulais quand même, pour poser un peu les choses, vous dire qu'aujourd'hui, on a un médecin du travail pour 3500, 4500 salariés en moyenne, et dans certaines zones, plus de 7000 salariés. Donc, vous voyez un peu comment on agit. Mais pourquoi est-ce que cette question, qui reste très actuelle, beaucoup moins de médecins du travail au prorata de ce qu'on avait avant, bien entendu, on verra qu'il n'est plus seul, qu'il travaille dans une équipe pluridisciplinaire, des outils, etc. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui était étonnant dans ce texte, c'est que Jean Savatier affirme que la place du médecin du travail ne se mesure pas au seul nombre de médecins du travail présents sur le territoire, mais aussi sur la considération dont il jouit. Et là, pour ceux qui n'ont pas lu le document, je vais effleurer quelques expressions qu'on trouve dans le texte en le citant. Une médecine du travail qui peine à trouver sa place, une médecine de seconde zone, marginale, parente pauvre, évoluant dans un milieu étanche, ayant pour mission de proscrire plutôt que de prescrire, avec un manque de coopération avec le système de soins, et une médecine qui sent la production. Alors parfois, Jean Savatier rapporte des propos d'ailleurs, mais ça montre quand même. Et puis enfin, une insertion imparfaite, on y reviendra dans le système de santé. Et j'en passe. Et donc, vous voyez que le problème de la considération, qui déjà était un débat à l'époque, eh bien, reste quelque chose de très actuel. Parce que si la santé au travail a véritablement progressé, était révolutionné en son sein par des nouvelles missions, des nouveaux outils, un essor qui est par ailleurs une discipline passionnante, je ne peux pas dire le contraire, je suis médecin du travail et je trouve ça passionnant. Eh bien, pour autant, eh bien, on peine encore à convaincre les autres. Et dans les autres, eh bien, peut-être que là, c'est l'occasion de repasser la main tout de suite à Pierre-Yves Verquin et de faire le lien avec ce qui sera le deuxième point. Je ne sais pas si on va enchaîner sur ce premier point, mais ce qui sera le deuxième point, c'est que la question de convaincre les autres, ça fait aussi un pont avec la question du rapport avec le reste du système de santé. Oui, alors après, c'est quelques précisions d'ordre démographique, on va dire, mais qui pèsent très lourd dans le regard que l'on porte sur la médecine du travail aujourd'hui et depuis longtemps maintenant. Comme le rappelait Sophie, Jean Savatier dit oui, mais c'est ça qui est aussi, je trouve, tout à fait remarquable. Il dit oui, il y a un vrai problème de nombre, c'est-à-dire de personnes impliquées dans la médecine du travail, mais il n'y a pas que la question du nombre,
il y a aussi une dimension qualitative. Et dans la dimension qualitative, il y a le regard que portent les salariés sur la médecine du travail, il y a le regard que portent les employeurs sur la médecine du travail, il y a le regard que portent les autres médecins sur la médecine du travail. Quand vous lirez le texte, je ne vais pas multiplier les citations ici, mais quand vous lirez le texte, vous verrez qu'il a des mots relativement durs quand il analyse justement sur ce point-là le regard que portent les autres médecins sur la spécialité qu'est la médecine du travail. On voudrait être complètement certain, ça c'est moi qui le dis, Sophie pense peut-être différemment, elle me le dira, mais on voudrait être absolument certain que le regard du corps médical sur les médecins du travail aujourd'hui a changé par rapport à ce que dit Jean Savatier. Quand Sophie dit difficulté d'être reconnu, d'être valorisé, on va dire même dans le milieu médical, je pense que ça reste une réalité dans la vie quotidienne. Alors là, je parle bien de vie quotidienne des médecins du travail. Nous avons à plusieurs occasions eu l'occasion de faire des formations auprès de médecins du travail, soit dans le Nord, soit à Paris, soit dans l'Ouest, soit dans le Sud-Ouest. Et de fait, c'est une question qui revient très, très, très régulièrement. Et évidemment, tout ça est lié, ça me paraît à peu près évident. Alors, sur le deuxième point, justement, sur l'articulation de la question de la prévention et de la santé publique, je voudrais quand même, là aussi, toujours repartir sur le texte de Jean Savatier, et spécialement sur les dernières lignes, vous verrez. Pour ceux qui l'ont lu, ça vous évoquera quelque chose. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous serez vous-même surpris. Voilà ce que dit Jean Savatier. Cette situation, alors il a décrit effectivement l'action du médecin du travail dans ce qu'il appelle un milieu fermé, le milieu de l'entreprise. Et il dit, cette situation montre bien que la médecine du travail ne peut efficacement protéger les travailleurs que si elle ne s'exerce pas dans un milieu limité à l'entreprise, mais en liaison avec les autres institutions de protection de la santé. Et un peu plus loin, il dit, la médecine du travail n'est pas une médecine de l'individu, mais une médecine sociale. Reste à savoir si l'action sur le milieu de vie qui la caractérise doit se limiter au milieu de travail ou ne doit pas s'étendre à tout l'environnement de l'homme dans la société industrielle, ce qui pourrait conduire à une organisation médicale dépassant le cadre de l'entreprise. Alors, on se pince, hein, quand on lit ce texte, on se dit, mais en fait, il est là, Jean Savatier, enfin, je plaisante un peu, mais à peine, il est là, Jean Savatier, parce que ce dont il nous parle, c'est précisément un questionnement qu'on a aujourd'hui sur, par exemple, les interactions entre la vie du salarié à l'extérieur de l'entreprise, les pollutions qu'il subit à l'intérieur de l'entreprise et les pollutions qu'il subit à l'extérieur de l'entreprise. Est-ce que tout ça est bien dissociable d'un point de vue médical et puis derrière le médical, d'un point de vue juridique? Alors, deux petits groupes de remarques, hein, évidemment, et là peut-être que les questions vont commencer à arriver, deux petits groupes de remarques autour d'une part de la prévention et d'autre part de la question du lien avec la santé publique. Parce que là, les lignes ont un peu bougé. On s'en rend moins compte, dommageablement, mais les lignes ont un peu bougé. Alors, sur la prévention, vous connaissez la distinction, je vous la rappelle très rapidement, entre la prévention primaire, la prévention secondaire, la prévention tertiaire. Je vais très très vite. Les spécialistes du droit de la prévention et les spécialistes de la prévention trouveraient sans doute que je caricature et ils auraient raison, mais simplement parce qu'on ne peut pas y passer trop de temps. Bon, la prévention primaire, c'est celle que l'on cherche à avoir le plus en amont possible des risques ou des dangers. Alors, je ne vais pas discuter de la distinction ici risque et danger. Sophie me reprendra peut-être là-dessus. Mais on se place le plus en avant possible et donc on va voir du côté de l'environnement matériel, humain, relationnel, de l'environnement de travail. Le but, c'est de bien diminuer, alors pas que de travail,
prévention si on parle de prévention primaire en milieu de travail, mais même plus général dans la société. On va donc s'intéresser très en amont, bien avant, le plus en avant possible de la survenance des signes de la pathologie, pour peser sur cet environnement, pour en limiter les effets pathogènes. En droit du travail, l'environnement dont on parle est pour une grande part l'environnement de travail, mais pas que. Hein. Il y a aussi l'environnement, c'est ce que disait Sabatier tout à l'heure, l'environnement de la vie du salarié, le transport, on l'a bien vu récemment, le contexte familial, etc. etc. Donc, au fond, sont rattachés à la prévention primaire, si on regarde par exemple les textes de l'OMS, la législation, ça nous intéresse directement, sur l'interdiction de certains produits. Sont rattachés à la prévention primaire aussi les équipements de protection individuelle et les équipements de protection collective. La prévention secondaire a pour finalité, elle, de diminuer la prévalence ou la durée d'une maladie qui est en voie d'apparaître. Derrière tout cela, on voit apparaître notamment les mécanismes ou les techniques de dépistage précoce de pathologie, et puis peut-être les premières phases du traitement pour éviter, je parle toujours sous le contrôle de Sophie, pour éviter qu'effectivement la pathologie apparaissant, elle ne débouche pas véritablement sur une maladie apparente, a fortiori invalidante. Quant à la prévention tertiaire, eh bien, il s'agit là de diminuer la prévalence des incapacités qui vont être issues des pathologies, des complications, les récidives, etc., etc. Et alors là, Sabatier, il est très clair. Il dit « Seule l'action sur le milieu pathogène constitue la prévention primaire. Le reste, c'est de la prévention secondaire. » Et là, pour le coup, ça a du sens par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire, cette idée de remonter, d'aller le plus en amont possible du risque professionnel largement entendu, c'est précisément l'action sur le milieu de travail. La phrase, j'ai mis les guillemets à cette phrase, seule l'action sur le milieu pathogène constitue la prévention primaire, dit-il. La politique française de prévention, cette fois je reviens sur le champ strict de la santé au travail, la politique française de prévention, héritée au fait du droit européen, vous le savez bien, tient tout entière dans deux textes, quand on y réfléchit. Les articles L4121.1 et L4121.2, qu'il faut impérativement, d'où dit maintenant l'accord de cassation, lire ensemble. Ces deux textes fixent véritablement non seulement le principe de la prévention, mais aussi une méthodologie, un ordre méthodologique qui doit être respecté et qui doit être respecté en intégrant le paramètre de temps. C'est-à-dire que, et c'est là où on voit bien qu'on est dans la prévention primaire, le paramètre de temps, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de cantonner les effets premiers perceptibles, il s'agit bien d'agir dès le départ, dès la conception des outils de travail, dès la conception des organisations de travail. Et de ce point de vue-là, on n'a pas fini de lire et de méditer en fait les articles L4121.1 et 2 du Code du travail, la recherche par exemple d'une organisation et de moyens adaptés. Quand le texte de l'article L4121.1 aujourd'hui dit cela, on cherche de moyens de prévention adaptée, de moyens et une organisation adaptée. Adaptée à quoi? À la préservation de la santé du travail. Et donc, en réalité, quand on prend au sérieux ces deux textes, on remonte nécessairement, c'était déjà en filigrane de l'article de Sabatier, on remonte nécessairement à la question de l'organisation du travail et des conditions de travail. Donc là, je pense que ce que nous connaissons aujourd'hui de l'obligation de prévention, donc ces deux textes, au fond, alors je ne vais pas faire parler Sabatier, ce serait complètement ridicule, il est déjà dans cette affirmation que
l'action sur le milieu pathogène constitue la prévention primaire. Et lorsque l'on lit « il faut agir en prévention primaire en matière de santé au travail », c'est aussi ça que l'on veut dire. Vous allez trouver des éléments, alors je sais que ce rapport est fortement discuté, mais vous allez retrouver des éléments de cette évolution de la pensée sur la prévention, très clairement, dans le rapport Lecoq de 2019, dont vous savez comme moi qu'il sert de boîte à idées, en quelque sorte, aux réformes qui sont actuellement dans les tuyaux, on va dire ça comme ça, de la santé au travail. Alors ça, c'est la première question, c'est la question de la prévention. Peut-être, Sophie, tu voudrais réagir ou ajouter quelque chose? Non, je prendrai la suite après votre deuxième point, je pense, parce que Alors, je prendrai la suite après. Allez-y. D'accord. Le deuxième volet, et ça commence à prendre forme, vous allez voir, c'est le rapport avec la question de la santé publique. Bon. Tout l'article de Savatier est orienté vers cette idée que prendre au sérieux la santé au travail requiert un travail de ceux qui sont spécialisés en santé au travail avec non seulement les autres formes de médecine préventive, c'est d'ailleurs pas trop ce qui l'intéresse, mais avec toutes les autres formes d'exercice de la santé, ou de la médecine, on va dire ça comme ça. Il y a très clairement toujours une citation de Jean Savatier, je dis bien, voilà ce qu'il dit, c'est à la page 13, l'efficacité de la médecine du travail. Alors je mets les guillemets, hein. L'efficacité de la médecine du travail se trouverait sans doute accrue si elle était organisée de manière à coopérer avec les autres branches de la médecine. En demeurant une médecine d'entreprise centrée sur le milieu de travail, mais peu ouverte sur l'extérieur, la médecine du travail risque de remplir imparfaitement sa mission. Le travailleur ne vit pas seulement dans l'entreprise, on ne peut protéger sa santé qu'en tenant compte de l'ensemble de son environnement. L'organisation actuelle de la médecine du travail l'incite pourtant, je finis ma citation, à se confiner dans l'entreprise. Eh bien, cette citation de Jean Savatier, au fond, vous pourriez très bien la placer en écho, quelle que soit votre analyse que vous faites les uns et les autres du rapport Lecoq, vous pouvez, ou du rapport Fribat d'ailleurs, qui est du même moment, vous pouvez le placer en miroir, comme une sorte d'effet de miroir, par rapport à ces deux rapports parmi les plus récents sur la santé au travail. Mais il y a quand même là, pour le coup, une évolution en matière de santé au travail. Et une évolution de l'approche du rapport entre médecine du travail et santé publique. Cette évolution, elle prend deux canaux. Elle a un canal doctrinal. Vous relirez la fin de la thèse de Loïc Le Rouge et vous allez voir qu'à propos du risque mental, il pose très clairement, et il est sans doute un des premiers dans l'époque récente à l'avoir fait de la façon aussi claire, il pose très clairement la question du rapport entre santé au travail, pas médecine du travail, mais santé au travail, et santé publique. Tout simplement parce que le risque mental, comme il l'analyse, le risque mental, on dirait aujourd'hui risques psychosociaux, précisément fait partie de ces risques qui sont à l'interface de la vie éminemment personnelle du salarié et de la vie de travail professionnel du même salarié. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des risques psychosociaux nés des choix organisationnels dans l'entreprise. Je veux dire simplement que le fait que le salarié soit c'est-à-dire qu'il ne quitte pas sa qualité de conjoint, de père de famille, de citoyen, d'habitant d'un quartier, etc. Il ne quitte pas tout cela quand il rentre dans l'entreprise. Ça n'est pas vrai. L'homme est
Et c'est ce que dit d'ailleurs par ailleurs Savatier. On ne peut pas découper l'homme, qui soit malade ou pas, ou bien qui soit malade ou bien portant, on ne peut pas le découper en tranches, il faut le prendre dans sa globalité. Alors, il y a donc aujourd'hui dans la doctrine juridique, j'entends bien, une volonté d'essayer de penser ensemble, alors pas dans une recherche de rapport de domination de l'un sur l'autre, mais de penser ensemble la santé au travail et la santé publique. Donc, je disais, ça, c'est l'aspect doctrinal. On le retrouve aussi dans tous les plans de ces dernières années. Alors, vous avez les plans santé au travail, mais évidemment, dans le plan cancer, par exemple, vous avez aussi une composante professionnelle. Et je trouve que, quelque part, la multiplication de ces plans et les liens qui s'établissent entre ces plans, au fond, traduisent cette idée de Savatier, encore une fois, qu'on ne peut pas faire comme si la médecine du travail et la santé au travail étaient en quelque sorte hors sol, déconnectées de la vie quotidienne, génératrice aussi de risques et de dangers pour les salariés. Et enfin, il y a un troisième signe. Donc, j'ai dit la doctrine, j'ai dit, ce ne sont que des exemples, hein, j'ai dit les rapports, etc. Le troisième, c'est aussi les textes. L'exemple le plus typique est sans doute tout le psychodrame qui a existé sur le dossier médical partagé et sur l'accès ou le non-accès des médecins du travail au dossier médical partagé, puisqu'il y a pareil, je ne devrais pas dire que puisque, sachant qu'il y a par ailleurs un dossier médical en santé-travail. Bien. La jonction, elle a été demandée par certains, la jonction aménagée, on va dire ça comme ça, entre le dossier médical en santé-travail et le dossier médical partagé, qui a un peu de peine d'ailleurs, pour tout dire, à prendre son envol. Hein. Je ne sais pas si on faisait un petit test parmi nous tous, parmi les quelques 100 participants à ce séminaire, pour savoir qui a activé son dossier médical partagé, je pense qu'on serait un peu surpris du résultat. Il n'empêche que la loi du 24 juillet 2019, vous voyez, c'est relativement récent, prévoit qu'à compter du 1er juillet 2021, donc c'est demain, le dossier médical en santé-travail sera intégré au dossier médical partagé. Le médecin du travail, normalement, va pouvoir y accéder pour déposer des informations. Mais si j'ai bien compris, et là je parle sous contrôle de Sophie, l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il pourra déposer des informations dont il a connaissance dans le cadre de son activité de médecin du travail, mais lui ne pourra pas y accéder pour collecter des informations autres que liées au travail sur le salarié. En tout cas, des informations autres que celles que le salarié lui dit. En quelque sorte, au fond, l'équilibre qui a été trouvé là nous dit deux choses. Elle nous dit que puisqu'on est en présence de médecine du travail, il faut toujours être extrêmement vigilant, et ce n'est pas faire un procès d'intention au médecin du travail de dire, il faut toujours être très très méfiant, enfin prudent en tout cas, sur l'usage que l'on pourrait faire à l'occasion du travail des éléments concernant l'intimité de la personne elle-même. Et donc, là, le fait que, au fond, l'alimentation soit à sens unique, en quelque sorte, dans le rapport entre dossier médical en santé-travail et dossier médical partagé, est un signe fort, non pas d'une défiance, certains ont pu le dire comme ça, non pas d'une méfiance à l'égard du médecin du travail, mais simplement d'une prudence élémentaire sur le droit du salarié de garder le secret sur des événements de ce qui le touche au plus profond et qui peuvent porter sur sa santé physique ou mentale. Ça, on n'a pas le droit véritablement, me semble-t-il, ça c'est mon avis, de toucher à
à ce droit du salarié de se protéger intégralement, y compris vis-à-vis, alors surtout vis-à-vis de l'employeur, mais y compris vis-à-vis du médecin du travail, même si ça rend le travail du médecin du travail peut-être un peu plus compliqué, un peu plus complexe. Bien. Ça, c'est le premier enseignement qu'on peut en tirer. Le deuxième enseignement que l'on peut en tirer, là, il est plus général, c'est que, vous voyez, à travers cet exemple-là, qui peut paraître un peu tête d'épingle, au fond, on sent bien que bien la santé au travail, la médecine du travail, on va dire comme ça pour l'instant, se rapproche très sensiblement des impératifs de santé publique au sens le plus strict du terme. Alors vous allez me dire, c'est évident, les médecins du travail n'ont pas attendu un texte ou une loi pour être vigilants sur les composantes médicales de la santé publique, ça paraît de l'ordre de l'évidence. Mais le fait que ce soit inscrit dans les textes me semble assez significatif, précisément d'un changement alors le changement de paradigme, le mot serait excessif, mais en tout cas, de voir des lignes qui bougent un peu sur le rapport entre médecine du travail et santé publique. Et enfin, l'exemple, alors là, très immédiat de la pandémie, nous montre, j'ai cité tout à l'heure l'ordonnance du 2 décembre dernier, pris en application la troisième vague d'urgence sanitaire. Cette ordonnance de 2 décembre pose très explicitement, très clairement, les services de santé au travail, les médecins du travail, comme acteurs de la lutte contre la Covid, à travers les tests, à travers comment on pourrait dire, la vaccination, hein, lorsqu'elle sera possible, à travers aussi l'identification, les certificats de vulnérabilité pour les personnes qui devraient rentrer dans un dispositif de protection particulière compte tenu de leur vulnérabilité. Et donc là, alors évidemment, ça a été un peu compliqué. Hein. Si vous avez suivi la réglementation, vous avez vu que dans un premier temps, ils pouvaient établir des certificats médicaux, puis après, on leur a dénié ce droit fin août, puis ils sont revenus dans le jeu par l'ordonnance du 2 décembre dernier. Mais alors, est-ce que c'est purement conjoncturel? Si l'hypothèse que j'évoquais tout à l'heure se vérifie, il se pourrait que ce mouvement ne soit pas que conjoncturel, pas lié à la Covid, mais un mouvement qui est beaucoup plus profond. Le médecin du travail pouvait déjà vacciner. Je vous renvoie, il y a un document de l'INRS qui porte uniquement sur la vaccination. C'est un document de 2016. Pas connaissance qu'il ait une nouvelle version. Vous le trouverez très aisément sur le site de l'INRS qui montre bien en fait la problématique de la vaccination opérée par le médecin du travail, voire même par l'infirmier du travail. Voilà. Donc, vous voyez, on est toujours sur le texte de Jean Savatier, à la fois sur le plan de la prévention et sur le plan du lien avec santé publique. Au fond, tout cela, sans anachronisme, est déjà très clairement en germe dans ce texte de 1980. Alors, Sophie, tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir et rebondir notamment sur le deuxième volet de ce que vous avez développé, parce que Jean Savatier, il pense décloisonnement santé-travail, enfin à l'époque médecine du travail, santé publique, à travers d'abord une participation du médecin du travail à la médecine de soins, il le dit explicitement. Il estime que bien que positionné sur une médecine uniquement préventive, ça ne l'empêcherait pas lorsqu'il rencontre quelqu'un qui aurait besoin effectivement d'une vaccination, d'un rappel ou d'une prolongation de prescription, etc., nonobstant la concurrence aux médecins libéraux, évidemment, ça ne l'empêcherait pas de pouvoir assumer cette part de soins qui finalement lui donnerait le statut d'un vrai médecin. Hein, je répète ce qu'il dit en filigrane. Donc, premier volet de ce qu'il développe comme ce décloisonnement, c'est d'une part la meilleure participation du médecin du travail
à la médecine de soins. Et puis, le deuxième volet de ce qu'il développe aussi, c'est une meilleure coopération du médecin avec le reste de ce système de soins. Et effectivement, ces deux volets-là sont intimement liés, mais j'allais dire que le deuxième, c'est-à-dire la meilleure coopération, qui fait le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de perméabilité croissante entre vie privée et vie professionnelle. Vous parliez de la personne qui est et qui effectivement n'est pas un tiers de sa journée salariée, un tiers de sa journée chez lui, etc. L'environnement au sens large va impacter. Et donc, effectivement, la question de la coopération est plébiscitée dans tous les rapports, les plans nationaux, maladies chroniques que vous avez cités, pas seulement cancer, mais tous les plans maladies chroniques. Et il ne fait aucun doute qu'il s'agit là non plus d'une réticence du système, mais plus d'un problème quasiment organisé. Les médecins conseils de l'assurance maladie, de soins, dans un retour au travail, la Haute Autorité de Santé a déjà écrit des recommandations sur la coopération nécessaire de tous les acteurs, et y compris des acteurs médicaux, mais pas que médicaux, du secteur médico-social, de la rééducation et d'autres choses. Et en réalité, il n'y a pas tant d'obstacles juridiques parce que la coopération et la communication, elle est possible avec des précautions au départ, l'information de la personne, son accord explicite avec une information éclairée en amont, etc. Donc, les outils juridiques existent. Ce n'est pas le frein majeur. Le problème, c'est l'organisation réelle, le digital qui ne permet pas à tous d'avoir les mêmes canaux. Par exemple, quand on demande aux médecins du travail de faire des tests, eh bien, les médecins du travail, jusqu'à il y a peu, ne pouvaient pas inscrire les personnes positives sur la plateforme nationale parce qu'on n'a pas les mêmes canaux que les autres médecins. Donc, vous voyez, il y a problème organisationnel, etc. Et là, on a un atout majeur parce que le digital va forcément nous aider à vaincre ces obstacles, on va dire, organisationnels, parce qu'ils étaient culturels. Ça évolue quand même. Et maintenant, si l'organisation est à notre secours, je pense qu'on pourra aller au-delà de cet obstacle. Mais concernant le premier point, c'est-à-dire le fait que les médecins du travail, enfin Jean Savatier, pensait que le médecin du travail serait davantage considéré comme un vrai médecin s'il participait plus activement aux soins, là, j'allais dire, il faut être un peu pragmatique. Et je vous ai ressorti des chiffres, parce que là, en tant que médecin, j'aime bien les chiffres. Qu'est-ce que je vous ai sorti comme chiffres? Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, dans la démographie, qu'il y avait à peu près un médecin du travail pour 3 500, 4 500, parfois 7 000 salariés. Sur le territoire français, il y a aujourd'hui un médecin traitant, un médecin généraliste, pour 650 personnes, tout âge confondu de la population. Et si on additionne à ces médecins généralistes les médecins tout venant, c'est-à-dire les médecins spécialistes, etc., on a un médecin pour 300 personnes. On ne peut pas demander au médecin du travail, qui est le lien spécifique sur la question du travail, qui doit se centrer quand même d'abord sur la question du travail et du lien du travail avec la santé, d'empiéter largement sur le champ du soin. Parce que ça n'a pas de sens, on n'est pas suffisamment. Et même s'il y a du sens à faire du soin, ou en tout cas à s'approcher du soin, lorsqu'il y a des liens étroits, exemple une pandémie, exemple la question, par exemple, de santé publique, de la sédentarité ou de l'alimentation, et des maladies chroniques, parce que la sédentarité, elle est principalement dans le lieu de travail, parce qu'on s'alimente dans le lieu de travail. Donc, à ce moment-là, que la santé-travail fasse de la santé publique, ça a du sens parce qu'il y a des liens étroits. Par contre, que demain, on se mette à faire du dépistage du cancer du côlon en milieu de travail, quand il n'y a pas de cancérogène du côlon, évidemment, ça n'aurait pas de sens. On n'aurait pas les moyens de tout faire. Et je pense que la clé de cette mise en décloisonnement passe d'abord par la coopération et par un suivi, ce que permettrait effectivement un peu la possibilité d'inscrire, d'incrémenter le DMP avec des éléments du suivi de santé au travail, pour que le médecin traitant, qui est le coordonnateur du parcours de soins, ait des informations sur le métier, sur les risques spécifiques, et puisse acter tout ça pour non seulement bien suivre la personne, mais en plus pouvoir rentrer en contact avec le spécialiste du travail, comme il rentre en contact avec le spécialiste gastro-entérologue, par exemple, lorsque la nécessité se fait sentir par rapport à une maladie chronique et des incapacités, un problème de suivi post-professionnel ou post-expositionnel, etc., etc. Vous voyez, donc il y a du sens à lier
le système de soins avec le système de santé au travail, mais pas à se dire, ça y est, il faut tout faire, on ne pourra pas tout faire. Là où j'attire votre attention, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui s'était passé à l'époque, enfin, qu'on avait comme contexte à l'époque de Jean Sabatier, c'est que ce décloisonnement santé-travail, santé publique, il ne posait pas davantage de questions qu'aujourd'hui, parce que finalement, les réflexions et la base de cette réflexion restaient les mêmes. Mais là où il y a des choses qui ont beaucoup évolué, c'est que la santé publique elle-même a beaucoup évolué. Elle a évolué à la fois dans sa stratégie et dans ses outils. On est passé, par exemple, d'une prévention, tout à l'heure, Pierre-Yves Verquin parlait de la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Eh bien, en santé publique, on parle davantage aujourd'hui de prévention ciblée. Avant, on parlait de prévention universelle. Maintenant, on parle de prévention ciblée. Partant des mêmes principes, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut cibler sur les actions utiles. Et comment est-ce qu'on cible les actions utiles? Eh bien, en collectant des indicateurs à partir du terrain pour identifier justement les situations utiles. Et finalement, si aujourd'hui on devait faire un parallèle étroit entre la santé au travail et la santé publique, outre une meilleure coopération entre les deux mondes, on l'a déjà dit, eh bien c'est plutôt l'urgence d'importer les techniques de la santé publique, les méthodologies de la santé publique dans la santé au travail, avec des collectes d'indicateurs pour dresser ce qu'on appelle des matrices emploi-exposition, repérer les situations à risque, pour pouvoir justement faire de la prévention primaire, bien sûr, secondaire et voire tertiaire parfois aujourd'hui aussi, mais surtout à partir d'indicateurs des besoins, d'indicateurs d'exposition de risque, etc., qui puissent permettre d'être utiles compte tenu de la relative pénurie des médecins du travail, mais des médecins en général aussi, parce que c'est un gain pour la société, c'est un gain pour la santé et c'est un gain financier direct. On fait de l'économie lorsque, effectivement, on fait converger les données de façon utile pour pouvoir soigner. Donc, au-delà d'une plus grande implication dans le soin, moi, je pense qu'il faut davantage penser une meilleure importation des stratégies et des techniques de la santé publique dans le monde de la santé au travail. Est-ce qu'on pourrait, alors après, on a fait deux séquences sur les quatre, on pourrait peut-être prendre une petite série de questions. Là, j'en ai une qui m'a été posée, peut-être que Pascal en a récupéré. J'en ai une, je te la pose tout de suite, Sophie, pour rebondir, je pourrais le faire, mais c'est quelqu'un nous pose la question de savoir si, dans un contexte tel que le nôtre actuellement, avec cette généralisation du télétravail, comment adapte-t-on, dit la question, le rôle préventif dans une situation de ce type? Voilà, je ne sais pas si tu veux réagir ou avec tes connaissances ou voilà. Alors la question du télétravail, on y travaille beaucoup effectivement en ce moment, rend encore plus perméable. Alors là, c'est presque un euphémisme de le dire. Ce qui revient à la vie personnelle, à la vie professionnelle. Et les messages, par exemple, que l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, a diffusés sur les bonnes pratiques du télétravail, tendent quand même à isoler un temps de travail, un lieu de travail, des conditions de travail qui soient distinctes de la vie privée. Et pour autant, pour tous ceux qui, comme vous et moi, avons, à mon avis, pratiqué du télétravail ces derniers mois, c'est très difficile, effectivement, de scinder cette sphère de travail au sein de sa sphère privée. La prévention, elle est d'autant plus difficile que la sphère privée est inatteignable aujourd'hui par le médecin du travail, sauf si la personne accepte que l'on rentre dans sa vie privée, dans sa sphère privée. Donc, on se contente là de connaissances, on va dire, extemporanées ou théoriques pour essayer de les faire suivre. Néanmoins, ça, c'est pour l'étude des conditions de travail qui nous occupera dans le troisième temps. Mais par ailleurs, sur la question de la prévention, les médecins du travail n'ont jamais été aussi actifs que depuis le début de cette pandémie, avec la question aussi du télétravail, parce que sont nés des nouveaux risques. Le risque relationnel, interrelationnel, a été souvent amenuisé. Évidemment, on voyait moins les gens. Mais par contre, le risque lié à la question de l'isolement et d'autres questions de perte potentielle d'emploi, etc., ont fait naître des nouveaux risques psychosociaux d'autre nature, on va dire, que ceux qu'on connaissait typiquement avant, ou en tout cas qui ont complété cela, et qui ont
effectivement élargi le spectre de ce qu'on peut faire en santé au travail. Les psychologues du travail, ainsi que des plateformes de psychologues cliniciens, ont beaucoup travaillé sur ces aspects-là. On n'était pas tout à fait en prévention primaire, on était souvent en prévention secondaire ou tertiaire. L'ANACT a beaucoup travaillé sur cet aspect de prévention primaire du télétravail. La question de la prévention, c'est multiple, c'est pas seulement l'étude des conditions de travail, c'est prédire ce que des conditions de travail qu'on a bien cernées, le télétravail, on voit bien à quoi ça peut correspondre, eh bien, peut impacter la santé et justement jouer sur ces vecteurs pour faire jouer pleinement le rôle des équipes de santé au travail. D'accord. Et là aussi, sur cette question-là, comme sur d'autres, après j'ai des questions qui arrivent, hein. Sur cette question-là, comme sur d'autres, il faut lire et relire les fameux textes que je citais tout à l'heure. Je vous renvoie d'ailleurs, parce que je sais qu'il est dans le groupe, alors ce serait plus facile si on se voyait tous d'une part et si on pouvait communiquer. Je pense notamment à ce que Luc de Montvalon a pu écrire dans sa thèse sur la charge de travail, sur précisément la façon de lire ensemble les deux textes 41-21-1 et 41-21-2 du Code du travail. Et je pense que sur cette question-là aussi, quand on lit bien les textes et qu'on les prend au sérieux, on a des éléments de réponse, y compris aux risques spéciaux générés par le télétravail. Alors, j'ai quelques questions. Si Pascal, tu veux intervenir, tu me dis. J'ai quelques questions, alors que je prends un peu à la volée, là. Quelqu'un nous pose la question, c'est alors Monsieur Accard, je ne sais pas. Que pensez-vous de l'efficacité de la médecine de la SNCF ou des mines qui mélangeaient soins et médecine du travail? Alors là, c'est plutôt aux médecins du travail que je m'adresse. Alors d'abord, le Conseil d'État, en 2006, a d'abord séparé à la SNCF justement la médecine du travail et la médecine de contrôle, parce qu'à la SNCF, il y a 3 médecines contingentes. Il y a la médecine de soins, la médecine du travail et la médecine de contrôle pour les postes de haute sécurité. Et là où, ce qui n'a pas été fait parfois dans toutes les sphères du travail, on le sait aujourd'hui, il y a une médecine de contrôle qui est séparée de la médecine de prévention. Mais mis à part ça, les médecins de la SNCF qui s'occupent du soin sont des médecins qui font de la prestation de soins, mais qui ne sont pas les médecins du travail. Donc, il y a bien coexistence. Là où, je crois que c'est le même monsieur qui met dans une conversation là, que je vois justement l'intérêt que revêt quand même d'avoir une distinction entre la médecine du travail et la médecine de soins. Je suis complètement d'accord avec le point de vue qui est mis en commentaire, c'est-à-dire qu'il y a quand même un intérêt qu'il faut quand même garder en mémoire. C'est que le médecin du travail, on ne l'a pas encore dit, n'est pas un médecin qui est librement choisi dans notre système, alors que le médecin de soins, il est librement choisi. Et parce qu'il n'est pas librement choisi, et en plus, il demeure le médecin quand même de l'inaptitude, il faut quand même, c'est là ce que voulait dire Jean Savatier quand il disait c'est un médecin qui ne prescrit pas mais qui proscrit. Et là, c'est ça que ça voulait dire. Sauvegarder la sphère privée de la médecine de soins, c'est sauvegarder justement l'intimité et ce que la personne peut garder pour elle. Si on demandait à un médecin du travail d'être le médecin de soins, ça forcerait un salarié de dire tout ce qu'il ne veut pas dire et qui risquerait d'avoir un impact sur son travail. Et vous savez que l'éternelle phrase que l'on dit, c'est que il y a toujours un équilibre délicat entre le droit à la santé et le droit au travail, qui est d'ailleurs une phrase que Jean Savatier reprend bien dans ce texte-là, et qui est l'éternelle difficulté et ambiguïté, j'allais dire, du médecin du travail, qui certes est là pour préserver la santé, éviter l'altération de la santé des salariés, ça c'est son premier rôle, mais qui peut être amené à écarter une personne de son travail lorsque ce travail constitue un danger pour la personne, voire même que cette personne est dangereuse pour des tierces personnes. Si elle est dangereuse pour un tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, eh bien, le médecin du travail peut être amené à poser une inaptitude. Et avec l'actualité de la pandémie, pendant la première phase de confinement, période pendant laquelle je n'étais pas encore au ministère et où j'étais dans mon université, je crois avoir reçu sur la première période de confinement au moins 200 questions autour de celles que je vais vous formuler. Est-ce que si un salarié est vulnérable
à une vulnérabilité au sens des vulnérabilités listées comme étant un risque de faire une pathologie aggravée, d'accord? Est-ce que si un salarié, je sais qu'il a une vulnérabilité, je peux le mettre malgré lui en interruption d'activité? C'est les médecins du travail qui se posaient ça, mais les médecins traitants se posaient aussi la question de savoir jusqu'où ils pouvaient aller. Et à l'inverse, et enfin pas l'inverse, mais dans le corollaire, et si un salarié, ça s'est posé comme question, est lui-même contagieux et qu'il ne le dit à personne, vous savez qu'on a pu dire que le droit disciplinaire pouvait être mobilisé, etc. Eh bien, le problème du médecin du travail, c'est que certains imaginaient qu'il pouvait, alors que le salarié n'était pas contagieux pour les autres, parce que là, c'est une autre question, d'accord? Mais si le salarié avait une vulnérabilité personnelle et qu'il souhaitait quand même travailler, parce que le droit au travail, avec tout ce que ça signifie sur le plan social, économique et autre chose, c'est, voilà, vous comprenez bien ce que ça veut dire, eh bien, est-ce que le médecin du travail était habilité à prononcer une incapacité temporaire, ce n'est pas une inaptitude, mais une incapacité temporaire de travail, en tout cas de dire non, vous ne pouvez pas travailler, vous allez voir votre médecin traitant ou je fais un arrêt de travail, malgré l'avis contraire du salarié. Eh bien, rien n'est écrit en ce sens dans le Code du travail, simplement, vous voyez que cette ambiguïté a pu amener des médecins à tantôt être dans l'affirmative pour ça, c'est-à-dire écarter autoritairement les salariés de leur situation de travail, et d'autres non. Donc, vous avez raison, cette situation peut poser des conflits, et que séparer la médecine du travail de la médecine de soins, c'est-à-dire la médecine librement choisie d'un côté, de celle qui ne l'est pas, est sans doute très important, d'autant plus qu'en plus, ça permet aux médecins du travail de se concentrer sur justement la spécificité qui fait sa discipline, c'est-à-dire le lien entre la santé et le travail, et c'est déjà une grande occupation. Alors, j'ai quelques... je ne sais pas si je vais en micro, oui. J'ai quelques questions. Alors, je vais un peu à la pêche, vous m'en excuserez. Il y a une petite question, dit la personne qui pose la question. À quel moment la personne concernée est-elle consultée sur l'accord qu'elle donne pour autoriser le fait que tous les médecins communiquent sur son compte et pas à son insu? Alors ça, je pense que c'est lié à la communication, enfin non pas la fusion, mais comment dire, au rapprochement dossier médical santé-travail et dossier médical partagé. Alors, il y a deux points là-dessus. C'est que d'abord, le Code de santé publique exige qu'au-delà d'une équipe de soins dans un établissement de santé, où là, on peut parler de partage du secret, et où on estime que lorsqu'on confie une information personnelle et de santé à un membre de l'équipe de soins, elle est réputée être confiée à l'équipe entière pour une meilleure continuité de la prise en charge. Mais ça, c'est par exemple, vous êtes opéré, vous dites quelque chose à l'anesthésiste communique avec l'infirmier anesthésiste pour qu'au moment où vous êtes opéré, voilà, tout le monde sache bien où on en est de votre état de santé, etc. Mais ça n'est vrai que dans le cadre de l'équipe de soins. Et c'est strictement limité dans le Code de santé publique. Les services de santé au travail, et donc le monde, la sphère de la médecine du travail, n'est jamais considéré comme pouvant être dans un secret partagé. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas partager des choses. Mais ce partage tient incontournablement, sans aucune exception, à ce qu'on ait une information en amont, c'est-à-dire personne ne peut communiquer sans l'aval de ce salarié ou du travailleur de n'importe qui, ni médecin du travail, ni infirmière de santé au travail, etc., avec qui que ce soit d'autre, sans que le travailleur l'ait explicitement autorisé. Ce n'est pas implicite, c'est explicitement autorisé. Et lorsqu'on parlera d'incrémentation du DMP par le dossier santé-travail, eh bien, d'abord, vous savez que le dossier médical personnel, c'est chaque personne qui a la volonté, de l'ouvrir, de l'approvisionner et de décider à qui il en donne l'accès, d'abord. Donc, forcément, c'est lui qui sera l'acteur principal. Et en prime, vous savez peut-être que dans ce DMP, eh bien, il y a une traçabilité sans mémoire, une effaçabilité sans mémoire. C'est-à-dire que toute personne qui verrait quelque chose inscrit dessus et qu'il n'a pas envie de voir figurer ni rester, aura la possibilité de l'effacer sans qu'il n'y ait de traces informatiques de cet effaçage. Vous voyez, ça va très très loin. La protection des salariés et on va dire, de celui qui bénéficie de soins au sens large, mais plus encore du salarié, elle est extrêmement précise et surveillée. Merci Pierre-Yves. Peut-être, j'ai aussi reçu pas mal de questions, peut-être qu'il est préférable, vu le temps qui passe,
On verra si on a un petit stock. Il y a une question sur les préventeurs, elle va venir immédiatement. Celle-là, on va en parler Sophie va en parler à propos de la pluridisciplinarité, le rôle des préventeurs et des différents acteurs de la santé au travail. Bon, je laisse en stock, je n'oublie pas les questions qui sont à droite. On a dit tout à l'heure, tu l'as dit, on ne pourra pas tout traiter. J'en ai repéré une ou deux que j'aimerais bien qu'on aborde tout à l'heure. Mais je voudrais peut-être repasser la parole à Sophie autour de la question des fameuses techniques extra-médicales, comme dit Jean Sabatier, autrement dit, la pluridisciplinarité. Alors oui, j'ai vraiment beaucoup aimé, quand je suis arrivée à ce passage de ce texte, tout le paragraphe relatif justement à ce qu'il intitule les techniques extramédicales, ce qui en fait constitue, il faut bien dire, le point de départ conceptuel de notre actuelle pluridisciplinarité. Alors, en préambule, parce que quand il parle de cette pluridisciplinarité en devenir, on va dire, il commence par évoquer l'action au milieu de travail. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le texte de Jean Sabatier a été écrit au sortir du décret de 1979 qui, entre autres, fixait pour le médecin du travail le temps à consacrer obligatoirement à l'action au milieu de travail, qui n'était pas inexistant avant, mais n'était pas consacré par un temps dédié, et qui, avec ce décret de 79, est passé à un tiers de son temps. À partir de cette date-là, les médecins du travail devaient consacrer un tiers de leur temps, au-delà de l'activité clinique, à cette action au milieu de travail. Et ce qui est étonnant dans le texte de Jean Sabatier, c'est qu'il dit bien que cette action au milieu de travail, c'est impératif, c'est nécessaire pour agir sur l'environnement, atténuer ou supprimer des nuisances, et il dit bien aussi que c'est complémentaire à l'action clinique de prévention du médecin du travail. Et pour autant, et c'est ça qui m'a fait réagir quand même, il dit que le nécessaire recours aux techniques extramédicales, alors qu'est-ce qu'il appelle les techniques extramédicales? Ce sont les études de poste, les études toxicologiques, les études d'ambiance par exemple, de sonométrie et des choses. Donc le recours à ces techniques dites extramédicales, eh bien, ne correspondent pas à des actes purement médicaux et contribueraient, selon lui, à l'ambiguïté du statut du médecin du travail, voire même à sa mise à l'écart du système de santé. Et au fond, on peut lire dans son texte, on peut même se demander s'il s'agit encore de médecine. Et vous voyez l'ambiguïté de se dire que cette action au milieu de travail, qui aujourd'hui fait partie, on va dire, elle est presque consubstantielle du rôle du médecin du travail, parce que c'est dans cette action au milieu de travail qu'il puise sa spécificité, sa connaissance précise des conditions de travail, et c'est à partir de cette action au milieu de travail qu'il peut faire le corollaire entre l'examen clinique, l'approche clinique, l'approche individuelle, ce qu'on appelle le colloque singulier de l'entretien médical, et puis la réalité concrète des conditions de travail. Et vous savez bien que quand on lit quelque chose qui a été écrit par un autre, c'est-à-dire par exemple une étude de poste qui aurait été faite par un ergonome, il n'est jamais plus important d'avoir le contexte réel, les contacts, la vision un peu holistique qu'on peut avoir quand on va sur place, plutôt que d'avoir un simple rapport. Donc on pourrait imaginer que le médecin du travail soit informé par des rapports extérieurs et qu'il se concentre, surtout en temps de pénurie médicale, sur sa stricte sphère médicale. C'est ce que plaident certains dans les discussions actuelles et dans les rapports passés, alors que justement le monde du médecin du travail, il est ancré sur cette action milieu de travail qui justement est née, on va dire, dans les textes en 1979, mais n'a fait que se conforter, n'a fait que se consolider au fil du temps et qui reste aujourd'hui un incontournable. Mais vous voyez l'ambiguïté que l'auteur soulève comme étant de dire que finalement, alors que c'est indispensable à son action et à son côté et à sa vocation de spécialiste sur le lien santé-travail, eh bien pour autant ça participerait de son ambiguïté. Et quand on regarde, moi je considère qu'à ce stade-là, vous savez que la pluridisciplinarité actuelle n'a fait que s'enrichir parce qu'il fut un temps où le médecin du travail, quand j'ai commencé même médecine du travail, eh bien il n'y avait pas du tout ces équipes pluridisciplinaires telles qu'on les connaît aujourd'hui, puisqu'elles sont nées à partir des années 2004, prémices, 2011 surtout, et même encore aujourd'hui, elles sont encore en cours d'épanouissement parce qu'elles ne sont pas encore arrivées à leur apogée.
tels que les textes les prévoient. Mais donc, vous voyez, 2004, ce n'est pas si ancien que ça. Hein. La pluridisciplinarité n'existait pas avant, hein, quasiment. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passait avant? Le médecin, il travaille, il faisait une action au milieu de travail. Avec quoi? Il avait passé des diplômes en ergonomie, des diplômes en toxicologie, et puis tout le monde avait un genre de spectre de disciplines annexes, qui n'étaient plus des disciplines purement médicales, mais avec lesquelles on jonglait pour pouvoir avoir une approche plurielle du milieu de travail. Et puis on s'est rendu compte que le médecin du travail ne pouvait plus tout faire. Et c'est là qu'est née l'idée de se dire il faut lui adjoindre des compétences spécifiques, bien plus pointues que ce qu'il n'arrivera jamais à faire, à part avoir 35 ans d'expérience dans chaque discipline, et qui vont venir étayer cette action au milieu de travail pour justement agir sur la prévention primaire, vous voyez, des risques professionnels. Mais vous voyez que ce que Jean Savatier appelait la double face de la médecine du travail continue aujourd'hui à être remise en question avec cet équilibre de il y a pénurie de médecins, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de les axer ou de les recentrer sur la sphère strictement médicale, ça parcourt encore les discussions, ou au contraire, cette action au milieu de travail avec l'appui de l'équipe pluridisciplinaire est consubstantielle de sa spécialité du lien santé-travail et ne doit pas lui être enlevée. Là où je finirai, parce qu'après je vais repasser la parole à Pierre-Yves Verquin, mais là où je finirai sur cette question de la pluridisciplinarité et de cette action au milieu de travail, c'est qu'elle avait été pensée par Jean Savatier comme un virage entre la médecine du travail et la médecine sociale. Autrement dit, un virage entre une approche strictement individuelle et une approche plus collective. Et là, on va dire qu'il y a eu un raté à l'allumage. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ne peut que constater et parfois déplorer, c'est que cette action au milieu de travail et l'équipe pluridisciplinaire tout entière, elle a encore une approche trop souvent individuelle. Et cette approche individuelle, vous avez compris qu'au regard du nombre de médecins du travail et du nombre d'actions en milieu de travail qu'on peut faire en les déclinant par les 5000 médecins du travail sur un tiers de leur temps, eh bien, on n'arrivera jamais à couvrir la totalité des situations de travail. Et qu'en réalité, on plaide aujourd'hui pour que cette action au milieu de travail et toute l'équipe pluridisciplinaire arrive vraiment sur ce volet social dont parlait Jean Savatier, c'est-à-dire en fait, sortent du caractère le plus souvent ou encore trop souvent individuel pour évoluer vers une approche plus collective. En clair, je vais donner un exemple très concret. Lorsque l'on va dans le milieu de travail et qu'on fait une étude de poste sur une machine à propos d'un salarié qui a un problème d'épaule, et donc on se rend compte que cette machine nécessite d'avoir des mouvements en amplitude excessive de l'épaule à chaque fois, eh bien, ce constat va servir au salarié pour pouvoir aménager son poste, faire des préconisations, etc. Mais ce constat devrait servir collectivement aussi la prévention dans l'entreprise pour les autres postes ou pour toutes les machines qui ressemblent à ça et qui entraînent les mêmes effets et qui ne nécessiteraient pas forcément dans ces cas-là à chaque fois une nouvelle étude de poste, mais qui permettrait de passer de la médecine, alors on ne parle plus de médecine sociale aujourd'hui, mais d'une approche individuelle à une approche plus collective. Ça représenterait pratiquement finalement une économie des ressources, une optimisation des démarches de prévention, un levier fort sur la prévention primaire, et c'est sans doute en ce sens que les évolutions doivent se faire attendre dans l'avenir. Oui, alors justement, ça va rebondir. Il y a, parmi les questions, alors j'en ai 2 ou 3 que je pense qu'il serait bon sur lesquelles on réagisse pour le bonheur de tout le monde. Alors, pour l'instant, je mets sur le côté, il y a une question conjoncturelle liée directement à la crise Covid, mais on y reviendra, je crois que c'est important. Et ensuite, il y a une question sur, alors je ne sais pas si on peut répondre, moi je n'ai pas d'éléments là-dessus. La question c'est combien de médecins réalisent encore des études de poste suite à visite en entreprise, notamment pour apprécier la pénibilité au poste de travail. Est-ce qu'on a moi je n'ai pas connaissance de chiffres là-dessus sur le nombre d'actes d'études de poste. Oui, on a des chiffres, hein, il y a les bilans d'activité tous les ans qui sont faits. Le problème, c'est que dans ces actions au milieu de travail, on les comptabilise. Hein, et d'ailleurs, pendant la pandémie, l'inspection du travail avait déploré au départ que les services santé-travail, pendant quelques jours, le temps de se retourner, parce que non plus, n'avaient pas de masque, n'avaient pas grand-chose, etc., eh bien, ne soient pas forcément très présents. Et du coup, on demandait après des comptes très, très précis sur les actions au milieu de travail, le type de visite, etc. Mais le nombre d'études de poste fait par le médecin du travail lui-même
est colossal, hein, parce que des études de poste, elles sont quotidiennes pour certains médecins du travail. Et quand en plus on décline le médecin du travail qui a sa propre équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire des ergonomes, des psychologues du travail, etc., qui eux-mêmes vont faire des études de poste, on arrive à un nombre d'études de poste qui est très, très important. Le problème, c'est qu'encore une fois, ces études de poste restent dans la sphère de la situation dans laquelle on l'a étudié, c'est-à-dire remonte pour servir la cause initiale, c'est-à-dire souvent un problème personnel, et ne sont pas, entre guillemets, pas toujours, parce qu'elles le sont, maintenant ça rentre un peu dans les mœurs, mais elles ne sont pas toujours optimisées pour servir la collectivité de travail, d'abord locale, et puis peut-être plus générale, vous voyez. D'accord. Il y a une question sur l'indépendance du médecin du travail, mais comme je vais l'aborder dans la dernière séquence, on va la décaler. Simplement, quelqu'un nous dit, alors ce n'est pas une question, c'est les médecins de ville n'ont aucune formation pour être attentifs au travail du salarié. Ils posent rarement des questions sur le travail et l'auteur de la question, enfin de la remarque, a dit que la coopération est essentielle. Oui, je crois que là-dessus, ça c'est quand même… alors je sais bien qu'on ne peut pas tout apprendre tout le temps, mais c'est vrai que je pense qu'on peut faire quasiment toutes des études de médecine sans avoir beaucoup travaillé la question du travail. Ça me paraît de l'ordre de l'évidence. Ou je me trompe, Sophie? Ah, elle a peut-être dû nous quitter. Enfin bon, voilà. Alors, pendant ce temps-là, il y a une autre question qui vient. Alors, je parle sous le contrôle de Pascal, hein. Je ne sais pas si on a les mêmes. Ah, excusez-moi, j'ai été déconnectée là. Oui, oui. Non, oui, je disais la formation générale des médecins du travail, des médecins, pardon, ne les porte pas trop, sauf à l'intérêt personnel, à s'inquiéter ou à s'intéresser aux questions du travail tel qu'il se fait ici ou Alors, change. non seulement ça, parce que le programme de la médecine générale et du tronc commun de la médecine, hein, avant d'être général, tous les médecins spécialistes sont aussi concernés par la question de la santé au travail, hein. Il n'y a Ouais. pas un spécialiste, un cardiologue qui ne saurait pas quel est le métier que fait son salarié s'il lui pose un pacemaker et s'il a des chances de rencontrer un éco-aimant dans sa vie professionnelle. C'est inimaginable. Un gastro-entérologue qui suit quelqu'un qui a une maladie chronique des intestins et qui ne sait pas si la personne, elle a dans son environnement de travail des toilettes accessibles, etc., c'est inimaginable. Donc, tout le monde est intéressé par la question du travail. Mais en réalité, cette question-là, elle gêne beaucoup parce que comme les médecins du soin ne connaissent pas non plus les contraintes et les choses en lien avec tel ou tel métier, c'est là que ça devient pertinent d'incrémenter le dossier médical personnel avec justement quelques points clés. Et c'est surtout là l'intérêt de pouvoir communiquer. Vous voyez, quand on dit mettre sur un dossier médical personnel des éléments de la santé au travail, c'est d'abord peut-être le métier, tout simplement, les risques principaux, et puis peut-être aussi comment joindre le médecin du travail pour qu'il puisse se parler. Parce que ce n'est pas facile de se joindre dans notre monde aujourd'hui, bizarrement, en temps réel, etc. C'est compliqué. Mais vous avez raison, le tronc commun de médecine ne permet pas d'avoir une vision de ce que sont les risques professionnels dans leur globalité et de l'intérêt de coopérer. Ça, c'est sûr. D'accord. Il y a une question que je la pose, mais je ne sais pas si on peut y répondre. Enfin, aussi, on remarque. Parce que je ne la comprends pas fort bien. La question, c'est le projet initial qui sert de base à l'accord en cours de négociation. Ça, je comprends bien que tu n'as pas à en parler, ça me paraît légitime. Dit le projet initial confisque, je cite, hein, la pluridisciplinarité au bénéfice exclusif de la prévention, c'est ça que je ne comprends pas bien, du point de vue des responsabilités de l'employeur, et refuse la pluridisciplinarité aux médecins du travail, qui, dit toujours la question, qui sont cantonnés uniquement aux visites médicales. Alors, je ne sais pas, moi, de ce que j'ai lu du texte de l'accord, je n'ai pas perçu qu'au fond, il y a l'idée de cantonner les médecins du travail aux seules visites médicales. Je pense qu'au contraire, on parle beaucoup de prévention. Et alors, en revanche, le texte que j'ai lu, moi, en tout cas l'état dans lequel j'ai lu le texte, précisément parle pas mal de prévention
mais sans en tirer toutes les conséquences. C'était ça la critique que j'aurais pu faire. Mais le texte a sans doute évolué, je n'ai pas la dernière mouture. Mais personnellement, je ne sais pas si on peut dire qu'on confisque la pluridisciplinarité au bénéfice exclusif de la prévention, parce que ce n'est pas ça que j'ai lu, en tout cas, moi, dans le projet d'accord tel qu'il est maintenant. Mais bon, ce n'est que mon avis et que ma propre lecture. Il y avait une question, je la remonte un peu, il y a deux questions. Alors, sur la situation actuelle, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Donc, je la retraduis pour faire plus court, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction aujourd'hui? Alors, peut-être, je ne sais pas si tu peux répondre, c'est pas sûr. Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions aujourd'hui entre les préconisations, on va dire, ministérielles, pour le dire vite, sur la gestion globale de la crise Covid et l'action complète du médecin du travail? C'est-à-dire, alors j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose, enfin, que sous la question, il y a une interrogation sur le retour au travail. Alors, je vais peut-être répondre à ta place, Sophie. Si je crois qu'il y a pu y avoir effectivement la tentation de pousser vers un retour au travail. J'ai pas le sentiment, alors voilà, j'ai pas le sentiment qu'on en soit encore là. C'est-à-dire que la durée de la crise sanitaire change, me semble-t-il, un peu la donne et la façon de la regarder. C'est vrai qu'il y a eu un temps, disons, bon, on a fini de jouer, maintenant tout le monde au boulot. Et je pense que ça a déjà évolué depuis le moment où j'avais cru le percevoir. Mais encore une fois, ça n'est que mon avis. Question quand même sur la prévention primaire doit permettre de proscrire, voire diminuer un maximum les maladies professionnelles. Et pourtant, il y a une explosion depuis plusieurs années, ça je crois que tu peux répondre, une explosion depuis plusieurs années des salariés victimes de ces maladies professionnelles. Est-ce qu'il y a pas, est-ce que l'explosion du nombre de maladies professionnelles, qui est bien réelle, est-ce que ce n'est pas un signe de la faillite, je le retraduis autrement, de la prévention primaire? La prévention primaire reste complètement insuffisante aujourd'hui. En même temps, c'est certain qu'on ne pourra jamais éradiquer tous les risques, et des risques nouveaux, il y en a toujours plus. Des risques anciens restent encore pérennes. Quand on regarde la fluctuation, parce qu'il n'y a pas que les maladies professionnelles, hein, il y a les accidents de travail, et puis il y a tout ce qui est en dessous du radar, c'est-à-dire ces pathologies qui ont quand même potentiellement sans doute une origine partiellement professionnelle et qui ne seront jamais reconnues en maladie professionnelle. Donc, c'est certain que se dire que si on évacuait tous les risques, il n'y aurait pas de maladie professionnelle, pas d'accident de travail, etc. Bien sûr, c'est sans doute un objectif inatteignable, mais sans doute largement améliorable. Moi, je crois que les évolutions actuelles, elles sont quand même globalement, outre la complexité du droit dont on a déjà parlé, etc., elles vont quand même dans le sens d'une structuration toujours plus concrète, là, vraiment, de la stratégie de prévention. Parce que, encore une fois, tout ne tient pas dans le droit. Alors évidemment, je suis dans un monde de juristes, donc le dire, mais vous avez vu la complexité et on va dire pratiquement, prenons par exemple le risque chimique, par exemple. Le risque chimique, il y a eu un rapport FRIMA sur le risque chimique, justement, et mieux prévenir le risque chimique. C'est un risque dont la prévention est encadrée de façon extrêmement précise, sophistiquée, avec une structuration de directives européennes, de lois, de décrets, d'arrêtés, de circulaires, etc. Après, il y a comment on le met en œuvre, l'effectivité. Donc, comment on contrôle, mais quelle est la bonne volonté, quelle est la loyauté dans la mise en œuvre de ces mesures, etc. Et donc, en réalité, la faillite du système, c'est peut-être aussi, ça repose aussi sur la volonté de rendre ces systèmes opérationnels et opérants. Parce que l'accident, il est toujours imprévisible. Mais il y a plusieurs types de situations. On essaye de faire le mieux possible et on ne peut pas tout faire. Bon, là, il restera des maladies, des accidents.
mais on ne fait rien du tout parce qu'au fond, on pense que ça ne vaut pas le coup, on va dire, ou en tout cas, là, je trouve ça plus marginal aujourd'hui, c'est dénoncé, hein, y a une pénalisation du droit du travail aussi, et on voit bien hein, dans les bilans qui ont été faits sur les contrôles de l'inspection du travail, les arrêts de chantier, etc., etc. On a une structure extrêmement forte de prévention, il reste à se l'approprier. C'est très difficile, notamment, on le dit souvent, pour les petites entreprises qui ont du mal à s'approprier toute la complexité du système et qui essayent de faire le mieux possible, mais parfois font des choses complètement aberrantes. Hein. Je donne un truc par exemple. Voilà que dans une entreprise où on fait de la soudure et où il y a des tonnes de poussière, de métal, des fumées de soudure, etc., l'employeur sait qu'il faut mettre un masque tout à fait adapté aux microparticules et va équiper ses salariés de ces masques-là, mais il n'a pas regardé que 3 de ses salariés sur les 8 portent une barbe très fournie, qui fait que l'hermétisme du masque, il est quand même plus que douteux. Et donc, finalement, vous voyez, il y a parfois, malgré le système très complexe, etc., la mise en œuvre manque d'opérationnalité. Là, c'est vrai que ce n'est pas de la langue de bois, hein, ce que je dis, c'est qu'on a un système très complexe qui est en soi déjà presque suffisant. Il y a la mise en œuvre, parfois difficilement appropriable par les petites entreprises, c'est ce à quoi on doit travailler. Et ça aussi, les services de travail servent de vecteurs et d'intermédiaires, on va dire, pour la mise en œuvre. L'accompagnement, qui reste très fort, les branches professionnelles ont sans doute là tout un rôle parce qu'ils le jouent déjà partiellement, etc. Ça s'est vu dans certaines branches professionnelles, par exemple café, restaurant, etc., sur des actions passées qu'on a pu faire dans le Nord il y a des années. Mais effectivement, est-ce que c'est une mise en échec? Moi, je dirais plutôt que c'est une démarche d'amélioration continue qui n'est pas encore pleinement intégrée dans les entreprises. En fait, le problème, c'est l'intégration dans la marche des entreprises, qui considèrent souvent que ce système de droit, c'est-à-dire cette obligation de prévention, c'est quelque chose d'extérieur qui est une contrainte. Si on intègre dans le management et dans le fonctionnement de l'entreprise cette démarche de prévention, comme étant aussi une démarche entre guillemets rentable, hein, parce que d'avoir des accidents de travail, des maladies professionnelles, c'est pas terrible ni pour l'image de marque, ni sur le plan de la fidélité et du personnel, etc., ni de la santé et de la qualité de vie au travail et du bien-être des salariés, ni finalement pour la santé économique de l'entreprise. Donc en réalité, il y a sans doute un problème d'intégration. Je ne parle pas des voyous, hein, je parle des gens qui n'ont pas de mauvaise volonté, mais qui ont du mal à intégrer cette démarche. Donc, pas forcément un échec. Moi, je pense que c'est une voie de progression qu'il faut continuer à faire avancer. D'accord. Alors, avant de passer au pouvoir du médecin du travail, je vais quand même poser. Alors, il y a plein de questions, je suis désolé, je ne peux pas toutes les prendre. Et là, pour le coup, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Alors, je vais en poser deux pour faire la transition avec la dernière séquence qui sera forcément un peu plus rapide, le temps qui passe trop vite. Alors, il y a une question sur, sur l'inaptitude et une question spécifique au contexte que nous vivons. Sur l'inaptitude totale. Alors, quelqu'un nous dit l'inaptitude totale d'un salarié n'existe pas. La question est d'aménager le poste à son aptitude, je suppose, restante. Alors, je poursuis. L'exemple de la réussite de Stephen Hawking. J'ai vu des gauchers avoir des postes aménagés pour droitiers. Alors, à ton avis, toi, Sophie, est-ce que l'inaptitude, je sais que tu as beaucoup travaillé justement sur le retour à l'emploi, voilà, et sur les impératifs de réinsertion dans l'emploi. Alors, l'inaptitude totale d'un salarié, ça existe ou ça n'existe pas, d'après toi? L'inaptitude totale, rappelons, hein, excusez-moi, que l'inaptitude, c'est à un poste de travail. D'accord, hein, ce n'est pas la capacité de travail. Oui. L'inaptitude totale à un poste de travail, bien sûr qu'elle existe. Je ne parle pas des conditions dans lesquelles elle doit être posée, ni du formalisme en amont, en aval, de l'accompagnement que ça suscite, etc. Mais l'inaptitude totale, mais je peux vous donner un exemple très concret. Bien sûr qu'on peut aménager un poste de gaucher pour un poste pour un droitier ou inversement, mais alors j'ai tellement de dossiers parce que dans mon service de consultation, je vois beaucoup de ces cas-là. Mais bien entendu que quelqu'un qui a une pathologie évolutive chronique, avec de multiples incapacités et qui
n'est plus en capacité là de travailler, sera par définition inapte à un poste de travail. Maintenant, si la question sous-jacente, c'est de dire est-ce que l'inaptitude totale existe lorsqu'il persiste des capacités de travail, parce que peut-être que c'est ça la question sous-jacente, alors dans ces cas-là, je vous rejoins. S'il persiste des capacités de travail, parce qu'autrement la question ne se pose pas vraiment au poste, eh bien, l'inaptitude ne devrait être que marginale. Et alors là, c'est mon credo. Une fois qu'on a passé au crible toutes les solutions possibles d'aménagement, non seulement du poste, mais aussi de l'environnement et des conditions de travail. Et si cette inaptitude au poste de travail est avérée, ça n'épuise pas la capacité de travail du salarié qui peut être classé dans l'entreprise et au-delà de l'entreprise dans un autre établissement. Et avec un nombre d'outils sur lesquels je ne reviendrai pas, etc. Donc, l'inaptitude totale au sens juridique du terme, bien sûr qu'elle existe, d'accord, mais elle doit être marginale et elle ne peut jamais être posée. Et Dieu sait si je me suis battue avec beaucoup de mes confrères là-dessus, sans avoir vraiment étudié précisément et concrètement tout ce qu'il est possible de faire, parce que peut-être que c'est cette démarche qui est parfois un petit peu pas assez approfondie, on va dire. D'accord. Alors, je jette un œil en même temps. Pascal, tu me fais signe si on déborde trop. Non, je pense que j'ai quelques questions aussi, mais je pense que il faut qu'on avance. Bon, alors je vais peut-être mettre. Bon, je suis désolé. Dernier point qui est très présent dans le propos de Sabatier, que vous irez relire là encore, concerne les pouvoirs du médecin du travail. Alors, là aussi, là pour le coup, je ne sais pas si les choses ont assez fondamentalement évolué. Sabatier pointe deux choses. Il pointe les difficultés de l'indépendance professionnelle. Et ça, je pense que les médecins du travail que vous diront tous que c'est une conquête. Je veux dire, ça ne va pas de soi. Cette indépendance professionnelle est une conquête. Et l'autre aspect que pointe Sabatier, ce sont les limites des pouvoirs du médecin du travail. Alors, sur les difficultés d'indépendance professionnelle, bon, je pense qu'on sait tous que le médecin du travail, sur un plan strictement juridique, est un médecin protégé et que son licenciement, par exemple, ne peut intervenir, qu'il travaille dans un service autonome ou dans un service interentreprise, un service de santé au travail, son licenciement n'est possible qu'avec l'autorisation de l'inspection du travail, après avis, alors suivant les cas, du CSE ou de la alors je ne sais plus si c'est la commission de contrôle ou du conseil d'administration. Enfin, peu importe. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le médecin du travail, juridiquement, est un salarié protégé. Ça, c'est clair. Alors après, on est obligé de quitter le champ du droit. C'est-à-dire que une fois que cela est dit, ça ne nous offre absolument pas de garantie dans le quotidien du médecin du travail qu'il puisse aussi facilement qu'on l'imagine exercer son indépendance. Alors, pas son indépendance en tant que médecin, dans les choix qu'il fait, et dans les diagnostics qu'il établit, évidemment, mais son indépendance presque envie de dire, dans la vie quotidienne. Bon. Et donc, alors ça, Sabatier n'en parle pas trop, il pointe simplement les difficultés et il vient très vite sur le terrain de la déontologie et du code de déontologie. Bon, là-dessus, moi, je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser aujourd'hui. N'étant pas dans la pratique de la médecine du travail, je ne peux pas trop dire adopter de position ferme et définitive. Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'indépendance professionnelle, mais c'est vrai pour beaucoup de métiers, n'est pas naturellement, ne vient pas naturellement dans le rapport de travail. Et que, voilà, il faut s'appuyer sur les outils juridiques, notamment la protection, mais pas que. En revanche, quand il parle de la limite des pouvoirs, il est clair qu'il
qui dit deux choses qui me paraissent très importantes. Trois même. Première chose, du côté du pouvoir, contrairement aux autres médecins, notamment aux médecins de ville, le médecin du travail n'a pas le pouvoir d'engager des dépenses, sauf, par exemple, lorsqu'il va demander des examens complémentaires qui seront pris en charge par l'entreprise. Donc, il n'engage pas de dépenses comme engage des dépenses le médecin de ville, généraliste ou spécialiste, lorsqu'il décide de faire des examens, lorsqu'il décide de renvoyer pour un généraliste vers un spécialiste. Ensuite, il dit il y a toute une gamme de rôles consultatifs du médecin du travail. Donc, il en dresse la liste, je ne vais pas le donner. Mais là-dessus, les choses ont un peu changé. Par exemple, ce rôle consultatif, dans certains cas, va plus loin que la simple consultation, va vers au moins l'obligation faite à l'employeur de répondre au médecin du travail lorsqu'il préconise quelque chose ou lorsqu'il alerte sur quelque chose. Par exemple, le médecin, c'est l'article L4624-9 actuel du Code du travail, dispose d'un droit d'alerte collective. Alors, ça ne va pas lui permettre de bloquer un processus générateur de dommages, ce n'est pas une sorte de droit de veto, mais en réalité, on va au-delà de la consultation. Là. On n'est pas dans un contre-pouvoir, ça c'est clair. Le médecin du travail n'est pas, en tout cas sur le plan juridique, un contre-pouvoir, mais on s'approche de quelque chose qui y ressemble, c'est-à-dire qu'en obligeant l'employeur à répondre au médecin du travail qu'il a alerté, le droit, quelque part, lui accorde un droit ou un pouvoir supérieur au simple pouvoir consultatif. Alors, je ne sais pas, il y avait quelques statistiques, je n'en ai pas trouvé de récentes, sur l'usage de ce droit d'alerte collective. L'expérience semble montrer qu'il se noie un peu, il est rarement identifié comme étant un droit de l'article L4624-9 du Code du travail. Il se noie un peu dans la pratique de tous les jours du médecin du travail. Ce qui est sûr, c'est que là, on n'est plus tout à fait dans la simple demande d'avis ou dans le simple conseil. Et je signale au passage que la chambre sociale, là pour le coup, se montre très vigilante lorsque, par exemple, le médecin du travail a fait des préconisations, par exemple dans le cadre d'une procédure d'inaptitude médicale et dans le cadre de la mise en œuvre de l'obligation de reclassement, la chambre sociale, aujourd'hui, se montre extrêmement vigilante sur la façon dont l'employeur a tenu compte des préconisations du médecin du travail. Et là, on voit bien, on a passé un cap par rapport à la simple consultation. On est un peu au-delà, dans le sens du renforcement des pouvoirs du médecin du travail. Et la Cour de cassation ne va pas hésiter à considérer qu'un employeur qui ne répond pas aux préconisations du médecin du travail commet une violation de son obligation de sécurité. Et là, la boucle est bouclée. Donc là, on doit savoir gré, je pense, à la Chambre sociale, d'avoir durci un peu le ton pour soutenir les préconisations du médecin. Alors, il y a quand même des éléments où le médecin du travail a un pouvoir de décision. Par exemple, ça c'était déjà le cas au temps de Sabatier, ça l'est toujours, il a la possibilité d'effectuer lui-même ou de faire effectuer, à moins que ça ait changé, Sophie, tu me diras, des prélèvements sur les lieux de travail. Et ça ressortit, il n'a pas d'autorisation à demander à quiconque pour faire ces prélèvements. Et là, c'est bien une sphère d'autonomie de pouvoir. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si les choses ont véritablement changé sur ce plan-là. Enfin, si on peut dire que les choses ont véritablement changé depuis le texte de Sabatier, ce qu'il y a de sûr, c'est que, le médecin du travail, en droit aujourd'hui, ne peut pas être vu comme un contre-pouvoir. Ce qui est sûr aussi, c'est que l'attention portée à la jurisprudence, c'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, l'attention donnée par la jurisprudence aux questions de santé au travail aspire en quelque sorte
le médecin du travail vers une présence juridique plus affirmée, on va dire, dans l'hypothèse de contentieux. Alors tout ça, évidemment, peut paraître très aléatoire, peut paraître très anodin, mais de ce point de vue-là, je trouve personnellement, alors là, je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie, je trouve quand même que le juge social, depuis une quinzaine d'années, a quand même su, comment dire, a su veiller à ce que l'activité du médecin du travail ne soit pas passée par perte au profit. Alors, je ne sais pas si c'est une analyse que tu fais du point de vue de la pratique. Moi, du point de vue du droit, j'ai un peu tendance à voir ça. Ah bah, moi, d'abord, je trouve que quand Jean Sapatier dit que il faudrait que la jurisprudence donne une version, une vision très extensive, effectivement, du rôle du médecin du travail. D'abord, effectivement, le virage s'est fait réellement il y a une quinzaine d'années, donc il avait encore une fois de l'avance sur son temps. Moi, je trouve que le médecin du travail, vous aviez fait il y a peut-être une petite vingtaine d'années aussi, un colloque sur le pouvoir exorbitant du médecin du travail à Lille. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Voilà, mais en réalité, si aujourd'hui, effectivement, le médecin du travail joue pleinement son rôle de préconisation à titre individuel, de signalement au titre collectif, de demande comme tout ce que vous avez demandé, etc., et qu'il le fait de façon traçable, effectivement, il a un pouvoir d'ores et déjà incontournable et fort parce que aucun employeur pourrait ignorer ces préconisations, qu'elles soient individuelles, collectives, etc., sans mettre en jeu son obligation de sécurité. Ça, c'est très, très clair et ça a été réaffirmé, etc. L'autre question sous-jacente, c'est qu'au fond, est-ce qu'il faudrait aller au-delà, parce que c'est une question que certains se posent. Moi, je pense qu'après, ça brouillerait plus encore le statut du médecin du travail. Il est bien le conseiller. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, parce qu'on ne pouvait pas tout évoquer dans ce texte, hein, mais il parle du médecin du travail qui agit ou qui travaille dans un milieu conflictuel. En fait, pourquoi il estime que c'est conflictuel? Parce que finalement, il va donner des préconisations qui n'arrangent pas l'entreprise, puisque ça peut avoir un coût direct. Mais ça, c'est tant qu'on envisageait que la médecine du travail, c'était un coût, une charge financière, et que ces conseils n'étaient que pour empêcher de tourner en rond, finalement. Mais quand on imagine que la santé au travail, ça fait partie du capital de l'entreprise, et là, il y a plus d'entreprise qui marche aujourd'hui qui n'a pas compris ça. Hein. C'est pour ça que se développent quand même des outils un petit peu extra normatif avec les chartes et la RSE et tout ce qu'on parle, tout ce qu'on voit autour de la QVT, etc. Et ça revient au plus fort des négociations. On parle maintenant de la qualité de vie et des conditions de travail, etc. Eh bien, le milieu de travail, enfin, le médecin du travail, il n'est pas forcément dans un milieu conflictuel dès lors que l'objet du dialogue, c'est pas, ce n'est, j'allais dire, que la prévention, c'est-à-dire, en fait, et la prévention, ça sert tout le monde. Ça sert, comme on l'a dit tout à l'heure, la marge de l'entreprise, etc. Donc, je crois qu'au-delà de ce conseil-là, aller au-delà brouillerait plus encore son statut. Ce n'est pas un inspecteur du travail. Il y a déjà des gens dans le monde de la prévention qui ont des statuts un peu mixtes. Celui du médecin du travail n'a pas vocation à aller au-delà de ce rôle de préconisation qui a pris toute son ampleur et sa dimension grâce, il faut le dire, hein, à la jurisprudence et au travail très régulier des juges de la Cour de cassation aussi. Quand tu parles des personnes qui ont déjà un outil un peu plus répressif, tu penses plutôt, par exemple, aux agents de la CARSAT, avec le levier financier? Oui, ils ont un double. Bon, l'inspection du travail, par exemple, il y a eu un débat sur l'avenir de l'inspection du travail qui avait au départ un rôle plutôt uniquement coercitif et qui ont vu leur mission élargie à un rôle de prévention et de conseiller aussi dans l'entreprise. Donc, vous voyez, déjà, là, on est parti d'une sphère de contrôle pur à une sphère étendue dans la sphère du contrôle et du conseil. Mais pareil, les agents de prévention de la CARSAT, eux, ils agissent en tant que préventeurs pour conseiller l'entreprise, mais il y a effectivement le levier de la tarification si jamais il y a des dysfonctionnements avec des bonus, des malus et le système effectivement qui va impacter la tarification. Et ça obscurcit un peu le paysage parce qu'en réalité, si tout le monde a une action un peu mixte, finalement, on se rend bien compte qu'on va être moins enclin à coopérer lorsqu'on a. Alors, on dit toujours que la carotte et le bâton, c'est un bon cocktail, hein, mais que ce soit identifié dans des démarches particulières, c'est peut-être bien.
Alors, j'ai deux questions que je vais retraduire pour gagner du temps. Et après, je pense qu'on va être un peu dans l'obligation de clore. Je m'en excuse. Enfin, je te redonnerai la parole, Pascal. Euh, euh, je retraduis les questions, hein, vous ne m'en voudrez pas à ceux qui les ont posées. Est-ce que un service de travail a plus ou moins d'efficacité lorsque il concerne plusieurs entreprises ou une seule? C'est-à-dire, en gros, service autonome ou service de santé au travail, à ton avis? Là, l'efficacité, si on l'a mesurée, par exemple, le nombre d'accidents de travail mais professionnels, je ne suis pas sûre que ce soit démontré. Oui, Si on parle de l'efficacité, il faut savoir sur quel indicateur on se base. oui, Maintenant, est-ce qu'il y a une différence? Il suffit déjà de regarder les conditions. Un médecin du travail de service inter-entreprise, je vous l'ai dit, a entre 4, 3, 4, 5, 6 000 salariés à suivre, ce qui représente environ 100, 200 jusqu'à 400 entreprises différentes à suivre, puisque le canevas français est pourvu évidemment une très grande majorité de TPE et de PME. Quand vous êtes médecin dans une entreprise, vous avez déjà en moyenne environ que 2000 salariés à suivre. Et puis en prime, tous vos interlocuteurs sont à proximité. C'est-à-dire, si vous avez une action à faire en milieu de travail, vous êtes sur place. Si vous avez quelqu'un à contacter, vous n'avez pas cherché parmi les 200 numéros des entreprises adhérentes quel est le bon interlocuteur. Un exemple, vous avez un jour une salariée qui est vendeuse dans une petite boutique de mode, vous travaillez en service interentreprise, vous devez faire des préconisations et le Code du travail exige que vous téléphoniez avant à l'employeur pour avoir des échanges sur les préconisations que vous allez mettre en place. Il faut trouver le nom, il faut avoir les coordonnées, il faut que l'employeur soit sur place. En plus, c'est qui? Est-ce que c'est la responsable de la boutique ou c'est le service DRH central de l'entreprise au sens national du terme, etc. Qu'est-ce qui va être votre interlocuteur pour ça? Vous comprenez bien que tous ces obstacles de coordination, d'échange, seront simplifiés lorsqu'on est dans un établissement, qu'on a bien identifié l'organigramme, qu'on est au plus près de la stratégie. Et parce qu'on est au plus près, on sera aussi en premier lieu sollicité lorsqu'il y aura des mutations technologiques, des changements des conditions de travail, etc. Donc, on sent bien, même intuitivement, que travailler dans un site sur place, c'est bien plus favorable à une action de proximité que d'être dispersé et émietté sur un tissu d'entreprise dans lequel, effectivement, la proximité n'est pas présente. Pour autant, quand on voit ce qu'on fait dans des services interentreprises et que grâce à l'équipe pluridisciplinaire qui est souvent mieux développée dans les services interentreprises que dans les services autonomes, pour autant, et si en plus on utilisait le levier de l'optimisation vers le collectif lorsqu'on faisait des actions individuelles, vous comprenez bien qu'on peut être tout aussi, et qu'on peut être d'ailleurs, ce n'est pas au conditionnel, tout aussi opérationnel. Voilà, donc en termes d'efficacité, je ne donnerai pas d'avis parce que ça n'a pas été démontré. En termes d'opérationnalité, on comprend bien que ce soit plus facile en service autonome pour agir en proximité qu'en service interentreprise. Alors, toute dernière question, peut-être, il y en a plein d'autres, bon, tant pis. Toute dernière question, est-ce que la raréfaction des visites médicales, pour le dire vite, est-ce que c'est pas, je retraduis la question, hein, je m'en excuse auprès de la personne qui l'a posée, est-ce que la raréfaction des visites médicales au sens strict n'est pas contradictoire avec le développement de la prévention? C'est-à-dire, enfin, selon toi? Alors, déjà, il faut replacer ce qu'on appelle la raréfaction des visites médicales. Oui. La raréfaction, c'est qu'on prend un point de départ qui était un point de départ de 1946 et suivant, où on voyait les salariés beaucoup plus souvent. Et effectivement, on pourrait prendre l'exemple des travailleurs qu'on voyait tous les 6 mois. Pour certains d'entre eux, jusqu'à il y a peu encore, les travailleurs de nuit, on les voyait tous les 6 mois, etc. Et puis après, la norme, c'était tous les ans, et puis après, ça a été tous les 2 ans. Et puis maintenant, la norme, même s'il y a des cas tout à fait particuliers, c'est 5 ans. Alors, on peut le déplorer, parce que voir quelqu'un très régulièrement, c'est sûr, c'est nouer un lien, c'est avoir une relation privilégiée, qu'on connaît bien, et puis qui permet d'avoir un suivi. En même temps, on ne peut plus tout faire, parce qu'on est 5000. On va aller voir tous. On a 18 millions de travailleurs, 5000 médecins, il faut faire des choix. Le choix a été justement, grâce aux dernières lois, de pouvoir partager le suivi de santé lorsqu'il y avait des infirmiers en santé-travail, avec justement un autre professionnel de santé, des collaborateurs médecins, des internes, etc., pour essayer quand même de garder un rythme qui soit le moins mauvais possible,
pour pouvoir garder ce lien, ce colloque singulier, parce que rappelez-vous quand même qu'il y a des systèmes de santé au travail internationaux qui ont fait le choix de ne pas faire du tout de suivi de santé individuel. Nous, notre système français a fait ce choix et a gardé ce choix à travers toutes ces réformes de conserver un suivi individuel de santé quand certains pays n'ont plus décidé que de faire un suivi de santé publique, c'est-à-dire on ne rencontre plus les gens, on ne les suit plus médicalement, partant du principe que s'ils ont besoin d'un médecin, ils iront voir un médecin traitant. Et par contre, on fait des actions de prévention type santé publique sur les établissements à risque, sur les situations professionnelles à risque, etc. Dès lors qu'on a continué à faire un suivi de santé, il fallait cibler, tout à l'heure je vous ai parlé de la prévention non plus universelle, c'est-à-dire voir tout le monde un petit peu, et y compris en faisant des visites médecine du travail qui étaient très symboliques et qu'on résumait souvent à prise de tension et analyse pipi, alors que maintenant on essaye de cibler les gens qui en ont réellement besoin, en gardant à l'esprit qu'à tout moment, tout travailleur, et ça c'est conforme à la directive de 89 européenne qui est le socle de notre système, que tout travailleur peut à tout moment demander une visite, soit auprès du médecin, soit auprès de l'infirmière de santé au travail. Donc, voir plus souvent les gens, oui, mais les voir quand c'est utile, c'est mieux quand on n'a pas les moyens de voir tout le monde. Et donc, non, ce n'est pas un frein manifeste à la prévention. Si par ailleurs on a une action extrêmement complète autour de l'action au milieu de travail, avec l'équipe pluri et le suivi de santé qui doit être ciblé et adapté sur les gens qui en ont besoin. Bien, Pascal, je vais te repasser la parole parce que je vois qu'il est quasiment 8 heures. On a bien un peu débordé. En renouvelant mes excuses auprès de tous ceux dont je n'ai pas pu poser soit complètement, soit pas du tout la question qu'ils posaient. En fait, il faut savoir que ce séminaire est destiné, enfin les auteurs ou les intervenants du séminaire ont un accord pour ensuite essayer d'en sortir la moelle, on va dire la substantifique moelle pour être publiée. Et donc, je pense que toutes les questions que vous avez posées, nous les enregistrons, et ce qui va nous permettre aussi de nourrir le texte qu'on va s'atteler à écrire maintenant, Sophie et moi. Voilà, donc merci pour ces questions. Désolé pour les questions auxquelles on n'a pas répondu. Pascal, je te rends la parole. Merci Pierre-Yves. Moi, mon seul rôle sera de vous remercier infiniment tous les deux. Votre complémentarité qu'on connaissait déjà en vous lisant, puisque vous avez beaucoup écrit tous les deux, rend vraiment les choses passionnantes. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue et j'imagine que c'est l'impression qu'ont eu ceux qui nous ont écoutés ce soir. Donc vraiment un immense merci. Peut-être juste deux choses. Donc le séminaire est enregistré, donc si vous voulez le réécouter ou le faire partager à des personnes autour de vous qui n'auraient pas pu le suivre, donc ce sera sur le site de l'IRJS de Paris 1. Et j'en profite, comme l'a fait Pierre-Yves, pour à nouveau remercier Emma, parce que ce séminaire n'aurait pas lieu depuis un an sans l'efficacité et la très grande sympathie de Emma. Et donc la prochaine séance, et Morane Kaimbago est d'ailleurs présente ce soir. Je ne sais pas si Laurent Millet est là, parce que je n'ai pas pu repérer toutes les personnes qui étaient présentes. Donc notre prochaine séance est le lundi, donc 18 janvier. En principe, ce sera malheureusement à nouveau à distance, donc à 17h, et ce sera autour de la pensée de Yves Saint-Jour. Donc nous souhaitons, nous espérons que vous nous ferez le plaisir d'être présents à nouveau au mois de janvier. Voilà, donc oui, j'ajouterais Yves Saint-Jour, quand même très grand bonhomme de la pensée juridique, pas suffisamment connu, et qui est décédé il y a peu, hein, c'était lors du premier confinement. Sans qu'on en ait beaucoup parlé, et on s'était dit que c'était quand même important que la communauté universitaire puisse, à travers ce séminaire qu'on va essayer de lui consacrer, lui rendre alors, hommage. Je ne suis pas très dans la logique hommage, mais en tout cas reconnaître son importance à la fois sur les questions du contentieux social, sur les questions de protection sociale, et aussi, bien que nous soyons moins compétents sur ce point que lui, sur les questions de l'application du droit du travail pour le dire très largement, le secteur public. Donc très très grand bonhomme, et puis on aura
l'occasion, comme on l'a fait avec Jean Savatier, de discuter de ces textes avec Morane Cahen-Bacot et Laurent Millet. Voilà. Merci de l'attention de tout le monde.